vrai qu'ils parlent beaucoup. C'est ça la France. Et même à ce niveau-là, la francophonie, tout à l'heure, le président Diouf l'a dit, et le président Macky Sall l'a aussi dit. Ils ont dit, au début, la francophonie, ce n'est même pas les Français qui ont l'idée. Qui a eu l'idée de la francophonie? Senghor. C'est Senghor qui a créé la francophonie. Ce n'est pas les Français. Oui. Et cette vision-là fait que les Africains, et surtout francophones, on croit que la France est toute puissante. C'est faux. Moi, quand j'étais arrivé en 2002 en Suisse, j'étais surpris à l'école, à l'université. Tous les professeurs, quand ils venaient, c'était attaquer les Américains. C'est là où j'ai dit, ah bon, les Français sont limités, je ne savais pas. C'est là où j'ai compris la puissance américaine. Or, dans votre vision, quand on parle de la France, non, c'est faux. En 2007, on était à Ouagadougou. C'est là où j'ai scruté un peu pour le président Diouf. Quand il est venu, je l'ai salué. J'ai dit, vous savez, le tout premier président devant qui j'ai défilé, c'est vous. Quand Senghor vous a remis le pouvoir, j'étais tout petit, j'étais en 6e à la gueule tapée, et on a défilé, et puis il m'a pris partout, il a dit, hey, ce petit m'a vu président, ce petit m'a vu président. C'était la conférence de la francophonie déjà. Et quand on y allait, ils avaient écrit en disant, il faut que les Africains abandonnent leur langue nationale au profit du français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indirectement, et si je spiritualise les choses, ça veut dire qu'il faut qu'on dise à Dieu, tu as fait l'erreur de créer le Wolof. C'est ça. Tu as fait l'erreur de créer le Sérère. Tu as fait l'erreur de créer le Diola. Parce que si on abandonne toutes ces langues-là, on devient des langues mortes, des langues disparues, au profit du français. Or, c'est faux. Même Chirac, quand il avait des discours, il parlait en anglais. Du coup, quand je dis aux gens, je dis, apprenez l'anglais. Moi, je travaille chez nous, on travaille en anglais. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Ouais. Notre vision est calquée sur la France. Et on est encore des colonisés spirituels. Et c'est vrai. Parce que notre vision est limitée. Et les gens ont dit, si on laisse les Allemands, on aura une troisième guerre mondiale. Alors il faut qu'on mette en place des structures. Aujourd'hui, en Europe, celui qui commande, c'est Angela Merkel. C'est tout. La chancelière allemande. C'est pour ça que vous voyez les Français s'approchent à la France. Parce qu'ils ont la gueule, ils parlent beaucoup. Mais ils savent qu'en parlant, les Allemands travaillent. C'est pour ça. C'est à ce niveau-là. Ils ont eu la vision. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une troisième guerre mondiale en Europe. Parce que c'est seule l'Allemagne qui a cette puissance-là de créer une troisième guerre mondiale. Mais comme l'Allemagne préside aussi l'Europe, dans ce cas, on est en harmonie, on est obligé de faire des concessions. Ce n'est pas la France qui dirige l'Europe. La puissance qui dirige l'Europe, pour moi je vous parle, c'est l'Allemagne. Et c'est une femme qui dirige. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vision. La vision. On ne peut pas être leader. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous n'avez pas une vision. Et la vision détermine l'objectif que vous avez. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Une nouvelle Afrique sortira lorsqu'on aura des gens visionnaires. Et c'est ce que nos parents ont fait. Les premiers présidents, les Senghor et les autres. Si vous lisez, vous faites l'analyse de l'histoire de l'Afrique, vous allez voir que l'indépendance est née à partir d'une vision. L'Afrique est née à partir d'une vision. Parce qu'on était tous des colonies françaises ou des colonies allemandes. Quelques rares colonies allemandes comme le Togo, le Mozambique ou certains, et d'autres anglaises. C'est quand nos pères de l'indépendance sont allés combattre pour les colonies, surtout pour l'Angleterre et pour la France. C'est arrivé en Europe, là-bas, qui se sont rendus compte que ces blancs qui étaient tout puissants ici pouvaient aussi mourir. C'est comme ça. Ils étaient aussi faibles comme nous. Et ça, c'est le mythe est tombé. Et c'est là-bas qu'ils ont forgé l'indépendance de l'Afrique. Leur vision a changé. Moi, j'ai toujours des gens qui disent « Ah, si on va en Europe, ça va aller. » Moi, j'ai trouvé des Africains qui sont fous en Europe. Parce qu'ils sont tombés dans une... Au lieu que ce soit là, le paradis promis, c'est devenu l'enfer.
Moi, j'ai dit au Seigneur un jour, je voulais rentrer en Centrafrique. Plusieurs personnes sont venues me dire, toi, Dieu a dit que tu sois là-bas, tu restes d'abord là-bas. Mais là où je vous parle, si on me demande où tu veux vivre, ce n'est pas en Europe, c'est en Centrafrique. J'ai mon meilleur ami qui est en train de me chercher un terrain ici au Sénégal. Peut-être que je viendrai ici. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit, il y a un bon terrain, il faut que tu voies la personne, achète un terrain ici, reviens, on va faire des choses. Là, peut-être. Voyez-vous? Et quand on est arrivé en Europe, on a compris beaucoup de choses. Et nos pères, c'était la même chose, les Senghor, quand ils sont allés se battre pour la France. Ils ont vu la réalité, les Eyadémans et les autres. Et quand la guerre est finie, ils sont revenus, ils avaient une vision. Ils se sont dit, c'est fini. On ne va pas toujours être sous ces blancs. On ne va pas toujours être des colonies. Il faut qu'on transforme les choses. C'est là où le leadership est venu. Chacun dans son domaine, ils ont commencé à vouloir changer les choses. Senghor a commencé, comme lui il était un poète, il a commencé par écrire. Et bien Césaire et les autres, ils ont créé ce qu'on appelait la négritude. Pour montrer que nous avons de la valeur. On n'est pas là seulement à travailler, à être fouettés. Nous pouvons nous prendre en charge. C'est ça, la vision. Et cette vision-là, ils ont travaillé dedans. Beaucoup sont morts. On les a tués. On les a emprisonnés. Parce qu'on ne voulait pas de cette indépendance-là. Mais ils ont tenu. C'est leur vision. Tu meurs, je continue. Tu meurs, je transmets le flambeau. C'est comme ça. Et dans les années 56, quand on a demandé, De Gaulle a fait la promesse, a demandé, vous voulez quoi, l'indépendance ou bien vous voulez rester chez nous? Il y a eu un seul qui a dit non. C'est qui? La Guinée, c'est Coutouré. Et ça, jusqu'à sa mort, c'est Coutouré était devenu paranoïaque parce que les Français ont dit, on va le faire payer. Voyez-vous, c'est ça la vision. Je veux une Guinée forte, une Guinée propre à moi. Une Guinée où les Guinéens se sentiraient forts, indépendants. Et ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Nous, l'Afrique et le leadership de l'Afrique maintenant, et même dans l'Église, on oublie cela. Il faut lire l'histoire. L'histoire influe. L'histoire de la Bible, mais l'histoire contemporaine influe. Moi, j'ai discuté un jour, j'étais avec un missionnaire. Bon, maintenant, je suis devenu vieux et sage. Mais à l'époque, j'étais bouillant. Je suis rentré dedans, le missionnaire. J'ai dit, tu veux, tu rentres chez toi. Parce que vous venez, vous croyez quoi? Que parce que vous venez ici, vous amenez tout et nous, on doit se plier devant vous parce que vous êtes blancs. Non. Et parfois, des messages missionnaires ont transformé notre mentalité. Parce qu'on a cru que ce que le blanc dit est vrai. Non. C'est ce que la Bible dit qui est vrai. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors on nous a gâté. Jeannot qui veut que j'achète un terrain ici, il a dit quelque chose hier, quand il est venu rendre visite à l'hôtel. Il a dit, vous savez, il m'a dit, tu sais, mais il a cité un chanteur, bon, ce n'est pas le modèle en tant que tel, mais qui a dit des vérités en son temps, Bob Marley. Il a dit, la colonisation intellectuelle, mentale, est la pire des choses. Ouais. La colonisation mentale est la pire des choses. Parce que vous êtes arrimé à une idée que vous grandissez dedans en croyant que c'est la vérité alors que c'est la fausseté. Ça, c'est important. Alors, on est rentré dans la phase des indépendances. Parce qu'après, les Français se sont rendus compte que c'était trop. On ne pouvait plus rien faire. Ils ont dit donner les indépendances. On a proclamé les indépendances. Et les gens ont chanté. Les gens étaient contents. Parce qu'on avait la vision de ce qu'on voulait. Mais le problème, c'est que nos pères de l'indépendance avaient une vision limitée. Ouais, bon. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là à l'époque n'ont pas pu se former. Et une vision, demain on va le voir. Ce n'est pas sûr seulement, ce qui est important, ce n'est pas avoir seulement une vision, mais c'est d'avoir des stratégies pour faire réussir cette vision-là. Mais ils ont fait leur part. Aujourd'hui, ce n'est pas un blanc qui viendra dans ta maison te dicter les choses. Même si sur le plan économique, on n'est pas encore sorti. En tant que tel. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir une vision? Balaam dit, je vois la vision du Tout-Puissant. Je vois la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, quand il le disait, il voyait ce que Dieu voyait dans le ciel pour un peuple qui était sur la terre.
Jésus dira cela. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui? C'est tout simplement un problème économique. Nous gérons mal nos richesses. C'est tout. Nous gérons mal ce qu'on a comme richesse. Parce qu'on n'a pas appris à dire qu'il faut qu'on gère bien nos richesses. C'est le problème de la gouvernance. Au Sénégal, vous avez peut-être moins de problèmes dans ce point-là, même s'il y en a. Mais chez nous, en Centrafrique, c'est un grand problème. Quand les gens se sont convertis, ceux qui avaient des diplômes, ceux qui étaient bien, ont commencé par abandonner les études pour devenir que des pasteurs. Et moi, j'étais de ceux-là. On a évangélisé. C'était magnifique. Une fois, on était revenu là, on a évangélisé sous la pluie. J'étais rentré, j'ai dit à celui qui m'avait entraîné, qui m'entraînait dans l'évangélisation, qui m'a même appris à prêcher. Je lui ai dit, tu sais, là, tout c'est fini. Demain, j'abandonne l'école. Je vais devenir pasteur à plein temps. Je fais des miracles. Je veux tout. Et puis, le lendemain, il est venu. Il m'a dit, il m'a appelé, il m'a fait manger chez lui. On a discuté parce que je l'aime beaucoup. Il m'a dit, Patrick, tu sais, moi, je suis devenu ce que je suis, je ne peux que prêcher parce que je n'ai aucun soutien. Si j'avais eu un soutien comme toi, ton père te donne à manger et tout, j'aurais continué dans mes études. Il m'a dit ça. Alors, je te conseille une chose. Tu veux travailler pour le Seigneur? Oui. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Laisse. Je te conseille de continuer les études. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette année. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que j'ai vu des choses. Aujourd'hui, je viens de saluer, de voir 2 présidents de la République. J'en ai vu d'autres. Lui, il n'en a jamais vu. Mais il m'a donné un conseil qui m'est utile. Et souvent, je dis à mes enfants, j'ai dit, bon, vous voyez, j'ai amené une femme blanche. Si j'avais été paysan, est-ce qu'elle m'aurait aimé? Je ne sais pas. Oui, il a fallu que je prenne l'avion, que j'aille en Suisse pour la trouver. Oui, mais c'est vrai. Si j'étais resté dans mon village en train de manger ma boule de manioc, est-ce que vous comprenez? Vous voyez, ça sont des réalités de tous les jours. C'est pas elle qui est venue, il y en a où les femmes sont venues les chercher en Afrique pour les amener en Europe. Mais dans mon cas, ce n'est pas la situation. Si ce frère-là ne m'avait pas parlé, ne m'avait pas ouvert les yeux, vous ne m'aurez jamais connu. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Alors, étudier n'est pas un péché. Parce que chez nous, les gens ont commencé par prendre Ézéchiel plutôt. Beaucoup d'études, c'est une fatigue pour le corps. C'est vraiment un verset. Ah, si tu étudies beaucoup, ça va te faire perdre la foi. Et moi, j'ai été traumatisé quand je devais faire la terminale. Parce qu'arrivé au niveau de la terminale, il fallait faire le bac. On a dit, dès que tu arrives en philo, tu vas perdre la foi. Et je tremblais. Vous savez? Quand j'étais près de la philo, oh là là, je vais perdre la foi quand je vais à la philo. Après, quand j'ai fait la philo, je me suis dit, non, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu comme Nietzsche. Mais il y en avait comme les Descartes et les Pascal qui croyaient au Seigneur. Et quand je pouvais faire les choses, je pouvais faire l'apparence des choses. Par contre, moi, la philo m'a permis de contrer les païens. Parce qu'ils citaient les Descartes, ils citaient les Nietzsche et les autres. Moi, je citais les Descartes contre aussi. Ils me disaient, ah tiens, tu les connais? Je dis, oui, j'ai étudié beaucoup. Ah, et tu prêches? Je dis, oui. Parce que c'est une pensée philosophique. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si quelqu'un vient et vous dit, vous savez, Patrick, il est docteur, il faut qu'il vous opère. Moi, je vais vous dire une chose claire et nette. Même si c'est une révélation d'un ange qui vous dit que je suis docteur, venez que je vous opère, refusez. Refusez. Pourquoi? Parce que je vous envoyerai rapidement au paradis. Avant le temps. Parce que je suis docteur en droit, mais pas docteur en médecine. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai, parce que ce n'est pas mon domaine. Et souvent, notre problème ici, le leadership en Afrique, c'est que les gens ont pris des places qui ne leur conviennent pas. C'est tout. Certains de nos présidents ne méritent pas d'être président de la République. C'est tout.
Un président doit être quelqu'un qui sait s'entourer, comme les David et autres. Et ça pose un certain problème. Parce que si on te propose même quelque chose, où tu es incapable, tu dis non, ce n'est pas ma vision. Moi, on m'a souvent fait appel pour des matières. J'ai dit, je suis docteur en droit, je peux enseigner le droit, mais il y a des droits où je n'enseignerai jamais. Tout à l'heure, il y a une collègue malgache qui est venue de Madagascar, qui m'a dit, écoute, tu étais chez nous, mais je ne savais pas, est-ce que tu peux faire le droit de la migration? Oui, c'est une branche, je peux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné la matière en Suisse. Et je sais que, même si ça fait 2 ans que je n'ai pas enseigné, il me suffit de reprendre les cours, de bien me préparer. Je peux aller à Madagascar, enseigner la matière, oui, je peux. Mais si aujourd'hui on me dit, viens nous faire le droit foncier, je dirais non. Ça fait depuis 10 ans, 15 ans que je n'ai plus fait la matière. Les règles ont changé, ont évolué. Ce n'est pas ma matière, je refuse. Est-ce que vous comprenez? Parce que si j'y vais, non seulement je bloque quelqu'un qui connaît mieux la matière que moi, et ensuite je vais faire un mauvais boulot parce que je vais raconter des bêtises aux gens. La vision est quelque chose de déterminant. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Dès les indépendances, on n'a plus des gens. On a nommé des poussins, on a nommé des poussines. Le dernier poste de mon père comme diplomate après le Sénégal, puisque on a quitté le Sénégal quand on a renversé Bokassa et on a fermé l'ambassade. On était les derniers. Mon père était le dernier diplomate centrafricain ici et puis on est parti. Quand on est rentré en Centrafrique, je me suis converti, on l'a envoyé à l'ambassade au Congo-Brazzaville. Et quand on a suivi 1 an plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait des problèmes avec l'ambassadeur. Et puis, une fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème là? Toi, tu es tout le temps à la maison, qu'est-ce qu'il y a comme problème? On l'a sanctionné pendant 2 ou 3 mois, il n'a pas eu de salaire. Parce qu'un jour, il a dit, je ne travaille pas avec des briques. C'est quand même fort. Il a traité l'équipe de briques. Et j'ai dit, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, tu sais, l'ambassadeur qui est là, il est un pécheur, c'est un pécheur. Un pécheur. Mais comme il est le cousin du président, du nouveau président, on a essayé de chercher un verre, on a trouvé où est-ce qu'on peut le mettre, on l'a envoyé comme ambassadeur. Bon, vous prenez un pécheur, vous l'envoyez comme ambassadeur pour parler à des présidents de la République. Est-ce qu'il peut faire le travail? Ouais. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce que les gens n'ont pas la qualification. Et ça, c'est le problème de l'Afrique également. Maintenant, vous qui êtes jeunes devant moi, si vous, à l'étude, au travail, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas les qualifications pour faire quelque chose, comment voudrez-vous que Dieu vous utilise pour faire quelque chose? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la vision. Un jour, j'ai eu une chrétienne, une avocate brésilienne qui est venue en Genève enseigner. Et on a enseigné, on a travaillé. Et puis, elle ne connaissait pas le français. Je l'ai rencontré parce que notre trésorier, que le pasteur connaît bien aussi, il est venu dans son église, il est suisse, italien, sa femme est brésilienne. Et ils ont créé une église, et puis c'est le témoin de notre mariage d'ailleurs, de mon mariage. Ma femme, quand elle a des problèmes, elle va lui voir. Patrick a fait ci, il a fait ça. Il m'a fait pour me tirer les oreilles. Donc, c'est un grand ami. Donc elle est venue chez lui et puis il m'a dit, ouais, il faut que tu la... J'ai discuté avec elle, elle avait des problèmes de français. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, tu es intelligent, tu sais où tu veux aller, ton français, en quelques mois, tu peux l'améliorer. Profite de là, même si tu es portugais, si tu parles le portugais, mais comme tu comprends déjà le français, je vais négocier, même si ton écrit n'est pas trop bien, on va voir si tu as compris ce qu'il faut faire. Parce qu'on sait que quand tu vas rentrer chez toi, tu travailleras portugais, le français sera un avantage pour toi. Et c'est ce qui a été fait. Je l'ai soutenue, elle a eu une bourse et elle a fait les études. Et puis une fois, elle est venue, elle m'a dit, mais tu sais, les étudiants t'aiment bien. J'ai dit oui, mais ce n'est pas le problème. J'ai dit, tu sais pourquoi elle m'aime bien? Parce que le temps que je donne à mes étudiants, c'est exactement le même temps que je donne si je dois préparer une prédication. Parce que je ne fais pas de distinction entre ma vie de tous les jours et la vie chrétienne. Soyons clairs, frères et sœurs. Est-ce que vous passez plus de votre temps à l'église ou vous passez à la maison? Ou au travail? Ou auprès des gens? Je passe plus mon temps dans mon lieu de travail.
Je ne suis pas chrétien à l'église. Ma vision de la vie chrétienne, c'est auprès des païens. Donc, quand toi, Luana, quand je prends mon temps pour travailler avec toi, c'est exactement le temps que je prends pour travailler avec le Seigneur quand je prie. Je mets le même sérieux dedans. Je ne fais pas de distinction. Je ne t'aimais pas ma vision de la vie chrétienne, ce n'est pas l'église. Ma vision de la vie chrétienne, c'est auprès des autres. C'est ça. Je ne fais pas de distinction entre ma vie. Avant de venir ici, je me suis préparé pour parler aux gens. Autant que je me suis préparé pour vous parler. Parce que je ne témoigne pas dans l'église. Du coup, tout ce que je dois faire doit sentir l'excellence. Est-ce que vous comprenez? Ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à partir de là, tout ce que vous faites, votre vision, c'est que Dieu doit être glorifié dans tout ce que je fais. À partir de là, vous êtes honnête au travail. À partir de là, vous gérez bien le commerce que vous avez. À partir de là, vous gérez bien tout ce que vous touchez. C'est ça la différence. Je suis en Europe depuis des années. Les gens me disent, Pasteur Patrick, tu peux nous trouver des gens qui vont nous aider. Moi, j'étais en Europe, je n'ai jamais allé demander de l'argent aux gens. À certains, je n'ai pas eu le courage de leur dire non, c'est pas possible. Mais à certains, je leur ai dit. Je ne demanderai jamais de l'argent à une mission. Non, c'est pas possible. Pour deux choses. Je sais ce qu'on va dire derrière vous. Et deuxièmement, je ne vous aide pas. Je n'ai jamais demandé de l'argent. J'ai financé avec mon propre argent des activités en Afrique. Il y a eu des moments où j'ai accepté des contrats pour financer des activités de pasteurs. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné des capacités. C'est ça. Si vous croyez que Dieu va faire un miracle pour vous alors que vous pouvez le faire, Dieu ne le fera jamais. Donc il faut qu'on ait une vision claire de la chose. Admettons maintenant, vous avez faim et vous êtes là en train de dormir. On vous réveille, on vous dit de venir manger. Vous avez dit, Seigneur, Saint-Esprit, viens me mettre là-bas. Quand même. Amen. C'est ça. Mais c'est parfois notre réaction en tant que chrétien, c'est ça. Moi, j'ai connu des chrétiens qui prient et après, quand on leur dit de travailler, non, Dieu ne m'a pas dit de travailler. Mais non. Où est-ce que vous avez lu? Quel type d'enseignement? Moi, j'ai dit non. Il y en a qui m'ont plus écrit, qui ne veulent plus m'écrire. Il y en a qui ont dit à mes petits frères, non, ton frère il est en Europe, mais on lui demande de faire, il ne le fait pas. Je ne le fais pas. Parce que cette vision-là, on nous l'a donnée, d'être des assistés. La pauvreté, la notion de pauvreté. Alors les Africains se sentent pauvres. Parce qu'on leur a dit que vous êtes pauvres. C'est tout. Alors nous, on marche dans l'esprit de pauvreté. Notre vision, c'est la pauvreté. Tout ce que nous faisons, nous sentons la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Demain, on verra. Ça sort. Pourquoi un Chinois vient en Afrique et s'enrichit? Parce qu'il a su qu'il a traversé l'océan pour venir gagner de l'argent. Il utilisera tous les moyens, bons ou mauvais. Mais il faut qu'il réussisse. C'est ça, la réalité. On ne peut pas être leader si notre vision n'a pas été transformée. Et il faut qu'on relise vraiment la Bible dans les conditions. Vous savez, l'Europe n'a pas été bâtie sur le capitalisme. Je prends le cas de Genève. Les gens ont regretté. Il y a eu un conférencier, un grand économiste qui est allé en Suisse, qui a fait une conférence. Il a dit, la faute du capitalisme en Europe, c'est à cause de Calvin, le grand réformateur.
Parce que les gens étaient dans la vie dissolue, ils vivaient n'importe comment. Et quand Calvin est venu à Genève, il a amené l'évangile au protestantisme, il a été rigoureux envers les gens sont devenus sérieux, les gens ont travaillé, tellement ils ont travaillé, ils ont respecté à la lettre les paroles, qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ils ne le dépensaient plus à faire la folie, l'argent a augmenté. Et que faut-il faire de l'argent? Il faut créer des banques. Et ils étaient tellement sérieux dans leur travail que les gens ont dit, ah tiens, si tu veux mettre de l'argent, mets-le en Suisse parce que c'est sérieux. Et vous comprenez? On savait, et jusqu'aujourd'hui c'est ça. Ils sont sérieux. Ils ont dit c'est à cause de Calvin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. La vision. Aujourd'hui, les écoles, beaucoup d'autres choses, ce sont les églises qui les ont créées. Ce sont des chrétiens qui les ont créées. Après, ils ont dit non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser les gens mourir de faim. Ils ont pris des enfants dans la rue. L'Europe était comme nous. Même pire, ce n'était pas des petits talibés. C'était des brigands. C'était des gens qu'on tuait. Mais c'est les chrétiens qui ont pris les enfants, qui les ont protégés, qui les ont gardés. Et petit à petit, ils ont imposé en Angleterre, en Europe, dans toute l'Europe, que l'État doit faire cela. Et l'État a récupéré l'idée des chrétiens. Ouais. Aujourd'hui, l'école obligatoire et tout ça, c'était l'Église qui a créé ces histoires, comme on peut dire. Parce que les gens étaient sérieux. On ne peut pas s'occuper des âmes des gens sans s'occuper de leur bien-être. Ouais. C'est ça, l'évangile. Ils savaient qu'ils avaient le spirituel, mais il fallait qu'ils aient le leadership. Ici-bas. Et ça, c'est le problème de l'Afrique. Et ça, c'est notre problème, vous et moi. Demain, aujourd'hui, ta décision d'aujourd'hui peut orienter ton avenir. Ta décision d'aujourd'hui peut orienter ton avenir. Parce que Dieu, lui, il a fait sa part. La Bible dit que c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais si tu n'entreprends rien, est-ce que tu peux réussir? Ouais. Il faut entreprendre. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais si tu n'entreprends pas, si l'Église n'entreprend pas, maintenant on se tourne entre nous. Si on n'entreprend rien pour nos membres, on aura toujours des membres qui seront toujours des mendiants. C'est ça le rôle de l'Église aussi. Aujourd'hui, l'Europe est passée, malheureusement pour l'Europe, peut-être, j'espère qu'on n'arriverait pas là. Mais si vous allez en Europe, vous allez voir, c'est magnifique. L'église était au centre du village, au centre de la ville. Vous tourniez partout, vous voyez, vous saviez que c'était l'église, c'était le central. Vous savez que quand il y a la guerre, parfois on se bat et puis on s'arrête pendant 3 jours. On appelle ça la trêve. C'est né de l'église. C'est l'église qui a imposé la trêve. Aujourd'hui, le droit des réfugiés, à l'époque, quand vous criez, vous couriez, vous rentrez dans une église, on était obligé de vous protéger. C'est pour ça, chez nous, par exemple, les crimes de guerre, ceux qui tuent les gens dans les mosquées ou dans les églises sont passibles de crimes de guerre, de la Cour pénale internationale que le chef d'État n'aime pas. Ouais, c'est ça. C'est l'église qui a amené toutes ces règles-là. Ouais, donc cette vision-là, il faut qu'on reprenne le leadership. En Centrafrique, c'était la même chose. Alors on a vu, on s'est dit attention, ça va un jour chauffer. Ça a commencé petit à petit. La crise d'aujourd'hui, on est vraiment responsable. Les Centrafricains n'aiment pas l'écouter. Il faut qu'on le dise. On a commencé à un moment, on était tous à l'église, parce que tout le monde voulait être fonctionnaire. Et puis le jour où mal gouvernance, mauvaise gouvernance, arrivée de salaire, la Banque mondiale a commencé à couper, on ne donnait plus de l'argent, c'était la vague de la démocratie. Et c'est là où on a compris l'erreur. Mais c'était déjà tard. Pourquoi? Parce qu'on avait nos jeunes sœurs qui étaient là à l'église, qui venaient chanter, et quand elle est arrivée à 18 ans, il fallait qu'elle se marie, et qu'elle venait, il y avait un frère à l'église, aller voir les parents, je ne sais pas ici au Sénégal, mais chez nous c'est comme ça, et allait pour se marier, on disait qu'est-ce qu'il a? Il est chômeur d'église. Ah, les parents disent non, toi tu ne vas pas manger la prière. Eh oui, c'était aussi simple que ça. Et quand quelqu'un venait avec une 4x4,
habit bleu et tout, un bon musulman qui venait, qui sortait les billets, les parents imposaient à la fille de marier le musulman. Oui. On ne mange pas la prière. Voyez-vous? Et ça, c'était déjà quelque chose. Alors, on ne pouvait pas dire à la jeune fille, mais c'est vrai. D'autres sont tombés dans le péché. Il y a certains qui ont dit, alors comme c'est comme ça, on fait un enfant et qu'on est obligé d'être ensemble. Et nous, on était toujours spirituels. Et petit à petit, on s'est rendu compte que, à un moment, pendant que l'économie marchait, la Banque mondiale, le FMI donnait de l'argent au gouvernement, on payait, les dîmes rentraient. Et quand il y a eu les grèves, les dîmes ont baissé. Le pasteur, il doit vivre. On a commencé à sentir des problèmes entre les pasteurs à cause des dîmes. Ouais. Et à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Le politique est rentré dans l'église. Parce qu'après, les gens sont allés, oh président de la République, Dieu m'a dit que c'est toi qui seras élu. C'est un cycle normal des choses. Est-ce que vous comprenez? Au mois de décembre, j'étais au Mali et je discutais avec les directeurs de prison, avec la francophonie d'ailleurs, et on a demandé combien ils gagnent, les directeurs de prison. Il y en a qui ont dit qu'on gagne 35 000. C'est normal. C'est une usine à fabrication de corrompus. C'est clair, il faut qu'on soit réaliste. Quelqu'un qui gagne 35 000 et qui doit payer le sac de riz à 20 000 francs. Ouais. On fabrique des corrompus. Mais tu ne peux pas l'empêcher d'être corrompu. Et c'est ce qu'on va dire au chef d'État. Vous devez bien gérer les biens de l'État, donner un salaire décent, et à partir de là, la personne qui ne respecte pas, on le sanctionne. C'est tout. Vous savez en Europe pourquoi l'Europe marche? Parce que les sanctions sont exécutées. On a une voiture, ma femme conduit. Ah oui, sans ceinture, vous payez. Et les gens ne veulent pas payer, par contre, ça de gagner 1 franc, c'est cher. Ah oui. Moi j'ai de la peine à expliquer à mes frères. Il y en a un qui m'a appelé tout à l'heure là. Ah, j'ai besoin d'argent. Eh bien oui, tu as besoin d'argent, il faut travailler. Dans le cas actuel à Centrafrique, j'envoie. Parce que la situation est compliquée. J'envoie à certaines personnes. Quand il y a des cas de maladie, j'envoie. Mais vous savez, j'ai compris pourquoi en Europe, les gens ont de l'argent, mais ils regardent leur argent. Parce que s'il faut que vous vous leviez à 3 h du matin pour aller travailler, quand il fait froid, il fait moins 20 degrés, vous comprenez le rôle de 1 franc. Eh oui. Eh oui. Vous êtes là, transit, mais vous devez aller. La première fois, moi, quand j'étais allé en Europe, quand j'étais allé étudier, en bon africain, il était 8 h, il faisait nuit, je dormais. Quand je suis allé à l'école, tout le monde était là. Je me suis dit, mais c'est quoi? Ils ont dit, mais il fait nuit. J'ai dit, il fait nuit, il dit, nuit ou pas nuit, neige ou pas neige, tu dois être au travail. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, du coup, les gens ont de la peine en Europe à supporter l'aide qu'on donne aux gens. Parce que c'est dit, nous travaillons dur et on donne à d'autres personnes et on ne voit pas le résultat. Est-ce que vous comprenez? Le dimanche, j'ai discuté avec certains de mes jeunes compatriotes ici. Alors j'ai dit, vous ne comprenez pas. Dans la vision de l'Européen ou de la France, et vous croyez que l'Afrique existe? Oui. Pourquoi? Parce que dès qu'on dépend leur intérêt, nous existons. De Gaulle a dit, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. On intervient quand c'est intéressant pour nous. Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Si je n'ai pas d'intérêt, je n'en vois pas. Quand Obama est devenu président, les Africains ont dit, ah oui, on a fait un Africain à la tête des États-Unis, n'est-ce pas? Les gens chantaient comme si c'était leur oncle ou leur tante ou leur cousin qui était président. Ils ont vu des gens. Quelques temps après, ils étaient tous dessus. Ah, mais Obama n'a rien fait pour l'Afrique. Obama est américain. Obama n'est pas africain. Il n'est pas président du Sénégal, de Centrafrique.
il est président des États-Unis d'Amérique. Et là, il vient de le prouver dernièrement. Je ne veux plus dépenser de l'argent dans les guerres. Parce que quand il y a la guerre, on paye 100 fois plus que quand il y a la paix. Ah oui. Vous croyez que les éléments français qui sont là les coûtent plus cher à l'État français? Pour les gens, ça va. Ils peuvent se dorer au soleil. Mais quand ils doivent intervenir à Centrafrique, il faut qu'on ait un médecin prêt à tout moment. Il faut qu'on ait des hélicoptères s'il est blessé. Même s'il est mort, on ne peut pas laisser son cadavre être traîné. Il faut qu'on ramène le cadavre à la famille. C'est pour ça, quand même un soldat américain meurt, on envoie peut-être 7 ou 10 personnes de mission commando pour aller chez les terroristes, pour le retirer au risque qu'on les tue tous. On ne peut pas laisser un Américain, un corps américain traîner dans la boue. Ça, c'est la vision de l'Amérique. Eh oui. On envoie des gens qui vont mourir pour prendre le corps et ramener à la famille. Parce que c'est un Américain. Est-ce que vous comprenez ça? Même mort, il est américain. Et la famille a le droit de respecter son corps et d'avoir une sépulcre digne. Mais quand des Africains sont naufragés, 500 Africains morts, nos chefs d'État n'ont même pas parlé. Est-ce que vous comprenez la vision qu'on a de notre propre valeur? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Quelle est ta propre valeur? Un soldat français qui meurt, c'est quand même un soldat français. Quand on a 3 morts en Europe, c'est énorme. Le bilan est lourd, 3 morts. Ouais. C'est ça. Parce que pour l'Européen, une vie a beaucoup de valeur. C'est quand même sa famille, c'est ça. Pour nous, 3 morts, c'est rien. Ce sont que de petits chiffres. Non. Ouais. Tout ça, c'est une vision de la vie. Et les gens croient qu'en Afrique, on va nous aider tout le temps. Après, c'est ça. Une fois, moi, j'étais à l'ONU, on discutait, et puis il y avait une position sur le commerce, non, sur Israël. Et l'Union européenne est venue dire aux États africains, vous condamnez, vous condamnez. Et les États africains sont allés, ils ont condamné. Au moment des votes, on a dit qui veut voter contre Israël. Tous les États africains, la quasi-totalité en tout cas, a levé les mains. Quand ils se sont retournés, les Européens n'ont pas levé les mains. Abstention. Et les gens sont fâchés, ils sont venus dire, vous êtes mon cousin et tout. J'ai dit, cousin? Non. On a des intérêts. Si l'intérêt va dans le bien, je le donne. Si ça ne va pas, je le laisse tomber. Est-ce que vous comprenez? La vision de votre valeur. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi chez nous, le leadership est toujours en bas. Boko Haram. C'est dans ce cas. J'étais à la télévision dans ma chambre d'hôtel à Brazzaville et je vois François Hollande et plein de chefs d'État africains à côté de lui en train de parler. Pour parler de Boko Haram en Afrique, il faut aller à Paris en discuter. Et depuis ce temps-là, 2000 soldats par là, 3000 soldats camerounais et tout. Pourquoi? Parce que Hollande a parlé. Il a fallu que le sort de 200 filles puisse toucher l'opinion internationale pour que nos chefs d'État se mettent en marche. Vous voyez la valeur qu'on a de nous-mêmes. C'est une honte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que demain, si vous devez être ministre, quelle serait la valeur du Sénégalais devant vous? C'est ça qui détermine. Avec mes compatriotes, je dis ça. Quelle est la valeur du Centrafricain en ce moment? On n'a pas de valeur, on s'en fiche. Moi j'étais avec une ancienne ministre tout à l'heure là dans la salle. On a discuté de ça. Demain on va parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mon compatriote qui vient d'arriver. Le dimanche on a discuté. Je lui ai dit, si nous on n'a pas la valeur, si on ne montre pas aux Centrafricains leur valeur, on a beau dire quoi que ce soit, on a beau envoyer les forces de l'ONU, rien ne marchera. Parce que le Centrafricain ne connaît pas la valeur de son sol. Ma femme est là. La première fois quand on l'a vu, quand on s'est vu, j'ai commencé à la fréquenter, j'étais tout content. Elle m'a dit, va m'acheter des pommes. Je suis allé dans un magasin, j'ai acheté des pommes. J'ai pris les pommes les plus chères. J'ai cru que ça allait me faire plaisir. Quand je lui ai donné la pomme, elle s'est fâchée. Non, c'est pas cette pomme-là que je veux. C'était la plus chère, c'était des pommes. Mais elle m'a dit, ce ne sont pas des pommes suisses.
ça m'a marqué. Je ne peux pas manger une pomme étrangère alors que chez moi, il y a des Suisses qui produisent. Est-ce que vous comprenez? On d'abord donne la force d'abord à mon économie. Je peux manger des mangues parce que ça vient d'ailleurs, je peux l'acheter parce que je ne le produis pas. Nous sommes vraiment, ce que je vous dis, est très profond. Le jour où vous commencerez à comprendre cela, et c'est ce que Sankara a voulu faire, consommons Burkina-Bé. Parce que l'argent reste dans l'économie du pays. Et lorsque l'argent rentre, l'économie tourne. On peut utiliser cet argent-là pour faire des activités. Macky Sall a dit ce matin qu'il a des plans pour des jeunes pour créer 15 000 emplois. Il a aussi pour des filles. Il dit très bien, Monsieur le Président. Je voulais lui dire merci pour cela, mais son cadre de corps m'a empêché, vous savez, il doit partir et tout. J'ai dit ok, c'est pas un problème. Et je voulais dire cela. Je voulais lui dire merci, Président, pour ce mot que j'ai aimé. Sénégal émergent. Ouais, c'est un slogan fort. Et Obama est venu ici parce qu'il sait que c'est un Sénégal qui émerge. Est-ce que vous voyez ça? Ah, maintenant, dis toi-même ton nom. Émergent. C'est ça. Quand toi-même tu veux émerger, ta vision change. C'est ça, la parole de Dieu. Balaam m'a dit, je vois la vision. Je me vois dans le plan de Dieu. Je vois ce que Dieu veut dire. Et c'est ça le leadership en Afrique. À partir de là, vous avez votre fierté. Vous n'avez pas une fierté démesurée. Parfois, quand on dit fierté, les gens croient que la fierté c'est négatif. Non, c'est votre dignité. La dignité. Quand on est allé une fois en Europe pour la première fois, on m'a invité. Bon, au bon africain, quand on t'invite, tu y vas. On est allé, on a mangé, et puis à la fin, chacun a commandé, on était 6 ou 7, après on a divisé par 7. Je suis surpris. Donc par 7, après on arrive, j'ai dit, oh, vous m'avez invité, il a dit, ah ben non. Ouais, ça j'ai compris la leçon. Ah non. Après, chacun devait mettre la main à la pâte. Ouais. Après, une deuxième fois, quand on arrive, je dis non. Est-ce que vous comprenez? C'est une autre mentalité. Parfois, qui a du bien. Parce qu'après, tu as la fierté, tu vas dire non, tu ne peux pas toujours être prise en charge. Il faut que je m'en sorte. Et ça construit le caractère. Vous savez, nous, on paye des impôts en Europe. Et parfois, vous payez les impôts, vous payez aussi le chômage. Ça veut dire que si vous perdez votre travail, vous pouvez avoir 80% de votre travail. Votre salaire, plutôt. En Europe, non. Il y a des gens qui ne vont jamais aller demander le chômage, l'aide sociale. C'est une honte pour eux. J'ai des mains, je peux travailler, comment je vais aller attendre de l'argent? Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'Africains. Et qui vraiment. Ouais. Par contre, c'est une honte. J'ai des mains, j'ai des yeux, je peux travailler, je suis valide. Pourquoi m'aiderait? Je dois travailler pour aider l'autre. Ouais. À partir de là, la personne préfère. Je n'irai jamais demander de l'argent. Et la personne se met à chercher du boulot. Pas tous, bien sûr. Parce qu'une fois, j'étais dans l'avion et j'allais au Bénin. J'étais dans l'avion avec quelqu'un qui a dit, mon ami, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, tu vas où? Ici, je vais au Maroc. Pourquoi? J'ai une copine là-bas. Tu ne travailles pas? Non. Je suis au chômage, je profite pour voir mes copines, après je rentrerai. Je vais dire, oh là là, ça c'est pas bien ça. Ouais. Mais l'idée c'est ça. Ouais. Donc la vision que vous avez de vous-même. Tu ne peux pas être jeune avec les capacités d'étudier et tu as tes études.